L'Arabie Saoudite va construire une tour de 2 km de haut, soit 1,24 miles tout droit vers le haut. Le Burj Khalifa, plus haut bâtiment du monde, tiendrait 2 fois dans cette structure. Et il resterait encore de la place. L'Empire State Building, même en empilant 5, n'atteindrait pas le sommet. La tour type A101 qu'Alex Honnold a gravie, il en faudrait 4. Si Alex tente d'escalader la Rise Tower une fois construite, il lui faudrait plus de 6 heures et il affronterait des vents pouvant le décrocher de la façade. Il ne s'agit pas seulement de battre des records. La Rise Tower bouleverserait complètement la notion de ce qu'un bâtiment peut être, et le fait est que cela pourrait réellement fonctionner. Bienvenue à la Rise Tower, le projet de construction le plus ambitieux de l'histoire de l'humanité. Un bâtiment si haut qu'il traversera les couches de nuages, connaîtra différents systèmes météorologiques à différents étages et nécessitera une technologie qui n'a pas encore fait ses preuves à cette échelle. C'est soit l'avenir de l'architecture urbaine, soit l'exemple le plus spectaculaire de l'arrogance humaine depuis Babel. Peut-être les deux. Rise Tower. Avant de commencer, notez que tout ce qui est dit dans la vidéo reste spéculatif et basé sur les plans proposés pour le bâtiment. La construction n'a pas commencé, passons donc au sujet. La Rise Tower doit être construite à Riyad, en Arabie Saoudite, où le prince réalise déjà la tour de Jeddah, initialement prévue comme premier bâtiment d'1 km de haut au monde. La construction n'a repris que récemment, après une interruption en 2018 due à la purge saoudienne, des problèmes financiers, politiques et aux difficultés habituelles des méga-projets comme celui-ci. Alors bien sûr, la solution est de construire quelque chose 2 fois plus haut. La tour pourra accueillir plus de 50 000 personnes, et ce chiffre signifie en gros que ce n'est pas un bâtiment, c'est en quelque sorte une ville verticale. Elle va contenir des logements résidentiels, des bureaux, des hôtels, des centres commerciaux, des parcs, au pluriel dans un bâtiment, ainsi que des écoles, des hôpitaux et même son propre système de transport interne. Des ascenseurs classiques ne suffisent pas pour bâtir à 2 km de haut, il faudrait des ascenseurs à lévitation magnétique. Le coût estimé de ce bâtiment atteint environ 5 milliards de dollars, voire plus, mais nous aborderons la question financière plus tard. Parlons d'abord des raisons de sa faisabilité théorique. L'histoire des bâtiments hauts est celle de la résolution de défis jugés impossibles. Longtemps, les structures de plus de 150 mètres semblaient et relevaient presque de la pure fantaisie. Il y avait tellement de problèmes, allant de la crainte que le poids du bâtiment n'écrase ses propres fondations à la possibilité que le vent le détruise, sans oublier le fait que les matériaux nécessaires pour rendre cela possible n'existaient tout simplement pas. Les constructeurs ont ensuite utilisé l'acier, puis le béton armé, tandis que des ingénieurs ont inventé les ascenseurs. Chaque innovation a repoussé la limite. D'abord l'Empire State Building en 1931 qui mesurait 381 mètres, puis le World Trade Center en 1973 qui faisait 417 mètres, suivi des tours Petronas en 1998 qui atteignaient 452 mètres. Et puis en 2010, la Burj Khalifa a atteint 828 mètres de hauteur. C'était censé être la limite, car les charges de vent augmentent exponentiellement avec la hauteur et dépasser ce seuil rendrait les matériaux trop lourds et peu pratiques. Pomper l'eau aux derniers étages exige une pression risquant de faire éclater des tuyaux ordinaires. De plus, les bâtiments très hauts bougent. Ils n'ont pas le choix. S'ils étaient totalement rigides, ils se briseraient en sous le vent et le bâtiment s'effondrerait. Le Burj Khalifa oscille jusqu'à 1,5 m, voire 2 mètres au sommet lors de vents forts. C'est effrayant. Imaginez maintenant un immeuble plus de 2 fois plus haut. Cela représente environ 3 ou 4 mètres à son sommet. Mais il faut rendre hommage à l'équipe d'ingénieurs, car ils ont pensé à cela. J'espère bien. Le design de la Rise Tower inclut un amortisseur à masse accordé, un énorme pendule de plusieurs milliers de tonnes suspendu près du sommet. Celui-ci oscille dans la direction opposée au mouvement du bâtiment pour contrer le balancement. Le type A101 en possède un. C'est une sphère en acier de 660 tonnes métriques qui est suspendue au 92e étage. En se basant uniquement sur la multiplication, l'amortisseur de la Rise Tower pèserait entre 3000 et 4000 tonnes, soit l'équivalent d'un petit immeuble résidentiel. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? En réalité, beaucoup de choses. On va en discuter, mais d'abord, parlons des fondations. Avant de construire en hauteur, il faut d'abord bâtir en profondeur. La Rise Tower aura des fondations d'environ 100 mètres de profondeur. C'est déjà un immeuble de 30 étages sous terre. La fondation sera constituée d'une immense dalle de béton armée d'une treillis d'acier et ancrée au substrat rocheux par des centaines de pieux profonds. Le coulage du béton à lui seul prendra des jours et doit être fait en continu. On ne peut pas s'arrêter et recommencer, sinon on crée des points faibles. Ce sera sans doute l'un des plus grands coulages continus de béton de l'histoire. Et il faut que ce soit parfait,
car si la fondation s'affaisse de manière inégale ou même de quelques centimètres, toute la tour, ses 2 km de haut, commencera à pencher. Et contrairement à la tour penchée de Pise, ce ne sera pas charmant. Ce sera une catastrophe. Pourquoi ne peut-on pas construire une tour de 2 km normalement ? Une tour de 2 km ne peut être construite en béton et acier classique. Leur poids serait ingérable. Les étages inférieurs devraient y supporter tant de masse que les colonnes seraient si épaisses qu'elles prendraient tout l'espace utilisable. Donc la Rise Tower utilisera du béton à ultra haute performance, qui est environ 5 fois plus résistant que le béton ordinaire. Mais l'inconvénient, c'est qu'alors qu'un mètre cube de béton ordinaire coûte environ 100 $, le béton à ultra haute performance coûte environ 2000 $ par mètre cube. Et la Rise Tower va avoir besoin de centaines de milliers de mètres cubes de ce matériau. Et il y a aussi l'acier. On parle d'alliage développé pour des applications aérospatiales. Ces aciers sont des contraintes extrêmes sans se déformer ni se fatiguer après des décennies de charge de vent. Mais ils coûtent aussi près de 5 fois plus que l'acier de construction classique. Même avec ces matériaux ultra résistants, les colonnes structurelles à la base de la tour doivent être très massives, avec des noyaux solides en béton armés d'acier de 5 mètres de diamètre qui s'étendent par des fondations jusqu'au 300e étage. Et si vous pensez que la façon dont j'ai insisté sur le chiffre 300 laisse entendre que c'est près du sommet, ce n'est pas le cas. La tour aura 678 étages, ce qui est insensé. Mais ce n'est même pas l'aspect le plus fascinant des choses inhabituelles que cette tour accomplira. À 2 km de haut, elle traversera inévitablement diverses zones climatiques selon les étages. Normalement, au niveau du sol à Riyad, la température dépasse régulièrement les 40 degrés Celsius en été. À 2 km de hauteur, il peut faire de 15 à 20 degrés de moins. À la marque des 1000 mètres, la tour traversera la couche limite planétaire, qui est la partie de l'atmosphère où se produisent les phénomènes météorologiques de surface. Et une fois qu'elle l'aura dépassée, les conditions seront différentes. Plus calmes parfois, mais aussi plus extrêmes. Des nuages entoureront la tour, ce ne seront pas de petites scènes mignonnes où l'on croit toucher les nuages. Nous disons que le bâtiment traversera très probablement littéralement les nuages de façon régulière, et cela crée un problème particulier, le givre. À certaines altitudes et températures, l'humidité des nuages va geler sur la surface du bâtiment, et à mesure qu'elle s'accumule, elle ajoute des tonnes de poids à la structure, ce qui pourrait causer des problèmes aérodynamiques. Il y a aussi le risque que d'énormes plaques de glace se détachent et tombent de 2000 mètres, ce qui serait comme des roquettes de glace s'écrasant sur des voitures, des personnes et tout ce qui se trouve au sol. Le verre extérieur devra être chauffé en continu pour éviter la glace, ou les ingénieurs concevoir une façade résistante à la glace. S'ils optent pour la première option, ils devront dépenser énormément d'énergie. La Rise Tower utilisera jusqu'à 200 MW d'électricité lors des pics. C'est suffisant pour alimenter une ville de 150 000 à 200 000 habitants, et toute cette énergie proviendra de panneaux solaires couvrant les étages supérieurs, d'éoliennes et du réseau électrique. Placer des panneaux solaires à 2 km d'altitude permet un meilleur rendement car on dépasse la majorité de la brume atmosphérique. Avec 200 000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, cela couvrirait seulement 10% des besoins énergétiques du bâtiment. Les éoliennes sont plus complexes. Les turbines intégrées au bâtiment sont bruyantes, vibrent et demandent beaucoup d'entretien. À 2 km d'altitude, le vent est fort et constant. Si tout se passe bien, les sources renouvelables fourniront environ 20% de l'énergie de la tour, le reste venant du réseau électrique. 80%. Bonne nouvelle, l'Arabie Saoudite a beaucoup de ressources énergétiques, donc ce n'est pas un problème technique, mais cela pose des questions sur la durabilité. Un bâtiment qui consomme 200 MW d'électricité peut se qualifier de beaucoup de choses, mais certainement pas de durable. Et puis, il y a la question de la distribution de l'eau. Les systèmes de pression d'eau atteignent environ 100 mètres. Au-delà, de nombreuses pompes de surpression sont nécessaires. Pour contourner ce problème, la Rise Tower aura des stations de pompage tous les 50 étages, chacune pressurisant l'eau pour le segment suivant, avec plusieurs pompes redondantes en cas de panne. Les tuyaux eux-mêmes devront être incroyablement solides, car la pression sera immense. Voici les calculs à ce sujet. L'eau pèse environ 1000 kg par mètre cube. À 2 km de hauteur, la pression au bas d'une colonne d'eau est d'environ 200 bars. Cela représente 2900 livres par pouce carré, ce qui ferait exploser des tuyaux ordinaires. La tour utilisera donc des tuyaux spécialisés à haute pression, similaires à ceux des applications industrielles. Il faut aussi ramener les eaux usées vers le bas, ce que la gravité gère heureusement. Cependant, la plomberie de ce bâtiment sera plus complexe que celle de la plupart des petites villes. Si la tour doit fournir de l'eau pour environ 50 000 personnes, en supposant que chaque personne utilise 200 litres par jour, cela ferait 10 millions de litres par jour.
Cela représente 10 000 tonnes d'eau qui doivent être pompées vers le haut et évacuées vers le bas chaque jour. Ascenseur, issue de secours, et la vie à 2 km d'altitude. Nous avons déjà mentionné que la Reese Tower ne peut absolument pas utiliser des ascenseurs normaux. Parlons maintenant de la raison. Un ascenseur conventionnel peut parcourir environ 500 à 600 mètres. Au-delà de cette distance, les câbles seraient taillés et si lourds qu'ils se casseraient sous leur propre poids. La tour Reese utilisera donc plusieurs technologies. Les sections inférieures auront des ascenseurs traditionnels à câbles, avec des câbles en fibre de carbone ultra résistants au lieu de l'acier, tandis que les sections supérieures utiliseront la lévitation magnétique. Cette technologie, comme dans les trains à sustentation magnétique, utilise des champs magnétiques pour suspendre et propulser la cabine de l'ascenseur. C'est un peu effrayant parce que cette technologie existe bel et bien, et elle a déjà été utilisée auparavant, mais elle n'a jamais été utilisée sur un bâtiment aussi haut. Les cages d'ascenseur devraient être parfaitement droites, car même une toute petite déviation arrêterait complètement le système magnétique. Et comme vous pouvez l'imaginer, garder quelque chose parfaitement droit dans un bâtiment aussi incroyablement haut qui oscille est plus difficile qu'il n'y paraît. Le bâtiment comptera probablement environ 200 ascenseurs, mais il faudra tout de même environ 15 minutes pour rejoindre le sommet depuis le rez-de-chaussée, en incluant l'attente et les transferts. Les ascenseurs express ne s'arrêtent qu'aux Sky Lobbies, point de transfert vers des ascenseurs desservant les étages. Ce système utilisé à la Burj Khalifa est ici à plus grande échelle. Beaucoup. Et voici un détail amusant. Prendre les ascenseurs sera comme monter dans un petit avion vertical, car à 2 km de hauteur, la pression de l'air est 20% plus basse que dans le hall. Si vous montez trop vite, cela pourrait causer des problèmes d'oreilles. Donc le plan est de pressuriser complètement les ascenseurs pour maintenir la pression du niveau de la mer et l'ajuster progressivement à mesure qu'il monte. Passons à la sécurité incendie. Comment se déroulent exercice et évacuation dans un bâtiment si haut? Dans un immeuble classique, c'est bien plus simple. Sprinkler, porte coupe-feu, cage d'escalier et accès des pompiers à chaque étage. Dans une tour de 2 km, cela ne fonctionne pas. Le matériel incendie n'atteint pas plus de 100 mètres sans... La pression de l'eau pour les sprinklers devient problématique à des hauteurs extrêmes et évacuer 50 000 personnes sur 2 km d'escalier, oui, ça va être un cauchemar. Alors faisons un peu de maths sur le scénario d'évacuation. Supposons que les gens peuvent descendre les escaliers à raison d'un étage par minute. C'est optimiste cependant, parce que les gens se fatiguent, paniquent, et les personnes à mobilité réduite ralentissent dans tout le monde. Mais admettons un étage par minute. Depuis le dernier étage, le 678e jusqu'au rez-de-chaussée, cela vous prendrait 678 minutes. Cela fait 11 heures d'escalier en continu. Personne ne fera ça. Ce n'est même pas possible pour la plupart des gens. Des faibles. Qui met 1 minute pour descendre un étage? Je le fais en 10 secondes. Je m'en sortirai très bien. La Reese Tower sera divisée en segments, chacun étant un bâtiment distinct avec ses propres systèmes anti-incendie, étages de refuge pressurisés et ventilation indépendante. Si un incendie se déclare, le segment concerné pourrait être isolé. En théorie, un feu au 150e étage n'affecterait pas du tout le 200e étage. Ça repose quand même beaucoup sur l'espoir, les gars. Chaque segment aura des étages de refuge, qui sont en fait des zones ignifugées où les gens peuvent attendre les secours, et ces étages auront leur propre approvisionnement en air, leur propre eau, leurs propres moyens de communication. Elles sont généralement conçues pour être sûres pendant 24 heures, mais vous ne resterez pas simplement assis là. Ces étages servent de point de prise en charge pour les ascenseurs de sauvetage, spécialisés et résistants au feu, conçus pour fonctionner en urgence et évacuer des groupes. Le vrai plan d'évacuation, c'est d'éviter tout incendie, d'où la présence de systèmes anti-incendie ultra modernes dans le bâtiment. Nous évoquons des détecteurs avancés identifiant un incendie en secondes, des systèmes d'extinction automatique qui se déclenchent immédiatement et des matériaux ignifugés à chaque étage. L'objectif est de contenir tout incendie dans une seule pièce ou dans le pire des cas à un seul étage, mais les incendies sont imprévisibles. Dans un bâtiment aussi complexe, avec de nombreux systèmes et personnes, il est très probable que quelque chose tourne mal. Et maintenant que nous parlons du grand nombre de personnes qui vivront dans la tour, nous devrions aussi évoquer la réalité de plus de 50 000 personnes dans un seul bâtiment. Et elles n'y vivent pas seulement. Elles y travaillent, font leurs courses et vont à l'école. La tour est pensée comme une communauté autonome. Vous pourriez, en théorie, y vivre toute votre vie sans jamais en sortir, ce qui est très dystopique. Cela pose une question intéressante. En auriez-vous envie ? Certaines études psychologiques sur la vie dans les immeubles de grande hauteur ont révélé que les personnes vivant au-dessus du 30e étage déclarent ressentir des niveaux plus élevés d'anxiété et d'isolement. Il y a quelque chose dans le fait d'être aussi déconnecté du sol qui affecte les gens. Bien sûr, les expériences seront différentes selon les personnes. Certains vont adorer ça. Les vues seront spectaculaires. Vous verrez la courbure de la Terre et, la nuit, les étoiles seront plus brillantes car vous serez au-dessus de la plupart des interférences atmosphériques.
Le lever et le coucher du soleil se produiront à des horaires différents, permettant de voir le soleil plusieurs minutes plus tôt le matin et plus tard le soir. Pour d'autres, ce sera déstabilisant, car les humains ne sont pas faits pour vivre dans le ciel, et notre cerveau le sait, même inconsciemment. Les développeurs prévoient pourtant déjà une solution. La tour comprendra des parcs, des espaces verts et de la lumière naturelle. Mais ce sont des environnements artificiels. On n'est pas vraiment dans la nature. Vous êtes dans une machine qui simule la nature. Et puis il y a la dynamique sociale. 50 000 personnes vivant à proximité les unes des autres, avec des niveaux de revenus, des cultures, des langues et des origines différents. Ce sera soit une communauté dynamique et diverse, soit un foyer de tension sociale. Il est probable que ce soit les deux. Le budget et le retour sur investissement de la Rise Tower. Maintenant, le budget officiel de la Rise Tower est de 5 milliards de dollars, mais c'est presque certainement une sous-estimation. Les méga-projets dépassent toujours le budget. Vous le savez, vous regardez cette chaîne. Le Burj Khalifa devait coûter 876 millions. Il a finalement coûté 1,5 milliard. La tour de Jeddah, avec un budget de 1,2 milliard, est restée à l'arrêt 7 ans, dépensant presque tout sans atteindre un tiers de sa hauteur prévue. Donc 5 milliards de dollars pour un bâtiment 2 fois plus haut et infiniment plus complexe, c'est vraiment optimiste. Le coût réel sera probablement plus proche de 25 milliards de dollars, voire plus. Mais d'où vient cet argent ? Le principal soutien est le fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite. C'est le même fonds derrière Neom, le projet de ville futuriste qui fait la une des journaux pour ses plans ambitieux que certains qualifieraient d'un peu d'absurde. Je dirais en même des plans absurdes. Le gouvernement saoudien, doté d'importantes ressources, cherche à diversifier son économie hors pétrole. Ce type de méga-projet s'inscrit dans cette stratégie. La Rise Tower tirera des revenus des ventes résidentielles, baux commerciaux, réservations d'hôtels et commerces de détail. Mais ces revenus suffiront-ils à justifier un investissement de 20 milliards de dollars ? Nous l'ignorons. En supposant que la tour compte 5000 unités résidentielles, si elles se vendent en moyenne 1 million de dollars chacune, cela fait 5 milliards. Ajoutez les espaces commerciaux et de vente au détail, et vous atteignez peut-être 10 à 14 milliards de dollars de revenus. Cela couvrirait une grande partie des coûts de construction, mais pas les énormes coûts opérationnels continus. Il faudra des milliers d'employés pour le faire fonctionner. Entretien, sécurité, nettoyage, administration. Les coûts énergétiques atteindront des dizaines de millions de dollars par an. Ce que nous allons avoir avec la Rise Tower, c'est un investissement à long terme, même à très long terme, car il n'y a aucun moyen que le bâtiment puisse générer un retour sur investissement significatif immédiatement. Il y a cependant une autre question. Est-ce que ça en vaut la peine ? Il y a des arguments en sa faveur. La densité urbaine est bonne pour l'environnement. Rassembler les gens dans un même espace limite l'étalement urbain, protège les terres et peut économiser de l'énergie. La Rise Tower pourrait accueillir 50 000 personnes sur une petite surface. On pourrait dire que c'est efficace, mais ce n'est efficace que si ça fonctionne, si le bâtiment est sûr, fonctionnel, durable. Et il y a beaucoup de raisons d'être sceptique à ce sujet. Pour commencer, l'ingénierie est à la pointe, ce qui, dans ce cas, signifie aussi qu'elle n'a pas encore fait ses preuves. Les systèmes sont complexes, ce qui veut dire que beaucoup de choses peuvent mal tourner. Et quand on est à 2 km dans les airs, les choses qui tournent mal ont des conséquences bien plus graves que d'habitude. Mais parlons maintenant de ce qui se passe une fois que c'est terminé, en supposant bien sûr que sa construction s'achève un jour. La Rise Tower sera visible à plus de 100 km, devenant un repère, une attraction touristique et un symbole des ambitions saoudiennes. Des gens viendront du monde entier, rien que pour la voir. Les promoteurs parient que les gens seront attirés par la nouveauté, le prestige et l'audace pure de ce projet. Et ils ont peut-être raison. Mais habiter la Rise Tower sera inabordable pour la plupart. Cela voudrait dire qu'elle serait principalement réservée aux ultra-riches, aux entreprises, aux touristes fortunés et à ceux qui veulent pouvoir dire qu'ils ont séjourné, même pour une seule nuit, dans le plus haut bâtiment du monde. Les risques en valent-ils la peine ? Chaque méga-projet incarne ce que signifie réaliser des actions audacieuses. Mais chaque méga-projet est aussi un exemple parfait du fait qu'on ne peut pas faire des choses audacieuses sans subir certaines pertes, y compris des pertes humaines et même la mort. Dans un bâtiment tel que la Rise Tower, si les fondations, le noyau ou le système d'amortissement posent donc problème, le risque d'effondrement est élevé. Les ingénieurs parlent d'une chance sur 1 million d'échecs, mais l'histoire regorge d'échecs d'ingénierie qui font douter de cette affirmation. Le pont de Tacoma Narrows, l'effondrement de la passerelle Hyatt Regency et la tour Ronan Point. Chacun d'eux a été conçu par des ingénieurs compétents qui garantissaient la sécurité, mais cela n'a pas empêché ces projets d'échouer de façon catastrophique. Mais cela fait simplement partie du fait de tenter quelque chose d'à peu près impossible. Et pour être juste, la Rise Tower a tiré des leçons de ses échecs passés. La conception prévoit plusieurs redondances, permettant à d'autres systèmes de prendre le relais en cas de panne. La structure, surdimensionnée, supportera des charges bien supérieures à celles prévues.
Un autre risque évident est le terrorisme. Ce bâtiment emblématique pourrait facilement devenir une cible. Et bien sûr, des mesures seront prises pour éviter cela, mais peut-on vraiment rendre un bâtiment de cette taille totalement sécurisé? Il y a tout simplement trop de points d'accès, trop de personnes, trop de variables incontrôlables. Nous pouvons être certains que la sécurité sera assurée du mieux possible, comme pour la Burj Khalifa. Mais il existe un scénario tabou. Et si ça échouait, si les ascenseurs étaient trop lents, le balancement trop fort, ou si les gens n'aimaient pas y vivre? Si les coûts d'exploitation sont trop élevés, le bâtiment risque de devenir un éléphant blanc avertissant sur les limites de l'ambition. Mais cela pourrait aussi réussir et répondre aux promesses des promoteurs. Une prouesse d'ingénierie, une ville verticale, un aperçu du futur. Mais on ne saura la vérité qu'une fois construite, si tout se passe comme prévu, ce qui n'arrive jamais. On estime que la tour sera partiellement achevée d'ici 2030 et qu'elle ne sera complètement terminée qu'en 2060. À la fin, si cela marche, nous aurons un bâtiment de 2 km de haut. Sinon, ce sera une leçon coûteuse sur les limites humaines. Quoi qu'il arrive, ce sera fascinant à observer. En réalité, la Riis Tower n'est pas conçue pour la praticité ni pour résoudre les problèmes de densité urbaine ou promouvoir l'architecture durable. Ce sont juste des prétextes. La vraie raison est plus simple. Nous voulons voir si nous en sommes capables. Merci d'avoir regardé.